La jeunesse, dit-on, est l'espoir et les socles du développement d'un pays, d'une nation ou encore de ce monde que nous sommes. Chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission L'éditorial. Comme vous le savez, je le dis toujours, ici sur le plateau de votre émission L'éditorial, nous développons plusieurs sujets d'actualité, sujets liés à la société, sujets liés à l'entrepreneuriat, sujets liés aussi, pourquoi pas, à ce que nous allons parler en ce jour. Nous allons parler bien évidemment de l'engagement de jeunes et leur implication dans le processus du développement du Congo. C'est vrai, notre pays, la République démocratique du Congo, à un certain moment, est en train de trébucher, est en train de crapahuter, si je peux me permettre de dire comme ça, aux diverses des histoires qui s'effondrent dans notre pays. Mais qu'à cela ne tienne, il y a une jeunesse qui est sérieuse, il y a une jeunesse qui est consciencieuse, il y a une jeunesse qui est consciente aussi, qui pense à impliquer, à imposer un engagement, pourquoi pas, pour que nous puissions voir le développement de ce pays. Mais ce sujet, nous allons le parler ou encore analyser ensemble avec un invité. Il est assistant administratif, il est écrivain, mais aussi c'est un entrepreneur. Il s'agit des messieurs Galilée Mounzadi, bienvenue. Merci, monsieur Herbie Tezo. Je suis très heureux pour votre invitation. Merci beaucoup. Je suis très content d'être ici. En tout cas, merci d'avoir invité, plutôt merci d'avoir honoré notre invitation. Et quelles sont vos impressions par rapport à notre émission L'éditorial et plus particulièrement à DRC Info Télévision? Merci beaucoup. Je m'aimerais vous jeter des fleurs parce Merci. que ce que vous êtes en train de faire, c'est énorme. Je peux aujourd'hui vous rassurer que vous êtes en train de porter votre pierre dans la construction de ces grands édifices qui est la jeunesse. Et je salue, je vois l'espace est merveilleux. En tout cas, plein succès à vous. Merci beaucoup. Plein succès à nous et surtout à notre boss. Il s'agit de M. Oscar Tchani. Nous vous saluons et aussi à notre coordonnateur Bibas Lolo Julio et à toute l'équipe de DRC Info Télévision. Là, je vois Musique à Dieu donné, je vois Rabi Mayel ainsi que toute l'équipe. Nous vous aimons énormément parce que nous sommes en train de battre un travail des titans. Alors directement, je disais, nous allons parler de l'engagement de jeunes et leurs implications dans les processus du développement du Congo. Selon vous, comment voyez-vous ce tableau si on essayait justement de voir le processus du développement et engagement ainsi que l'implication de jeunes? Partant d'un tableau, qu'est-ce que vous voyez par rapport à cette implication et engagement de jeunes, surtout dans notre pays? Voilà, comme je disais tantôt, en première manche, que c'est un grand honneur pour moi d'être ici, de changer autour de cette thématique qui est si importante dans notre pays. Parce que nous nous sommes habitués au slogan selon lequel que la jeunesse est l'avenir de demain. Bien évidemment. Et à mon avis, je pense que ces slogans est devenu comme j'ai dit à mon avis, comme un opium. Et nous, les jeunes, on se contente seulement de le dire que nous sommes l'avenir de demain. Mais moi, je pense que l'implication des jeunes, jusque-là, n'est pas encore quelque chose d'acté ou de concret. Et je pense que ce n'est pas un cadeau qu'on doit nous présenter, mais je pense que c'est au prix des luttes, au prix de sérieux que nous devons mettre pour véritablement nous soyons cette relève pour demain. Il faut d'abord noter que sur le plan démographique, la République démocratique du Congo, ou l'Afrique de manière générale, regorge une population extrêmement jeune. Et nous avons les défis à relever. Mais cette prise de conscience va débuter par un effort collectif. Qu'est-ce que je vais dire par là? Que déjà, notre société, si on essaie un peu de faire une analyse profonde, il y a une espèce, ce que j'ai toujours développé dans mes réflexions, une espèce de domestication de la jeunesse. Il y a des stratégies qui sont mises en place, on ne sait pas pour quel objectif. C'est quoi cette espèce de domestication de la jeunesse? Alors, ces stratégies de domestication, c'est toute cette machine de distraction
que la société dominante impose à la jeunesse pour l'endormir, c'est-à-dire pour ne pas que la jeunesse s'intéresse aux questions cruciales, aux questions du développement, comme vous venez de le dire. Et il y a un abbé, je crois que c'est un sociologue, qui a écrit un livre, Les stratégies justement de domestication d'un peuple. Et ce qui m'intéresse dans ces livres, c'est les sous-titres, les BMW comme armes de distraction massive. Le BMW, c'est un acronyme. Le B, c'est en anglais, qui veut dire des billes, la bière. Et le M, c'est la musique, Et le W, c'est le woman, ou la femme. Eh bien, ces trois éléments mis en commun constituent une arme de distraction massive pour empêcher la jeunesse à réfléchir, à transcender, voyez, à voir l'avenir en face et à s'engager pour le transformer. Quand nous prenons par exemple la bière, vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, le bar, le bistrot, les terrasses sont plus nombreux que les écoles, les centres de formation, etc. Malgré que actuellement, le gouverneur Gentini Ngobila est en train justement de battre un travail sur l'aspect coup de poing concernant la nuisance sonore. C'est-à-dire tout le bar, tous les bistrots doivent justement fermer à un temps raisonnable pour que ces derniers puissent donner quand même accès à la population, plus particulièrement à la jeunesse, de pouvoir réfléchir. Mais, entre guillemets, on ne sait pas, est-ce que cette opération-là peut justement aboutir au changement de jeunes que vous êtes en train de parler? Bon, encore faut-il préciser que interdire la pollution sonore n'est pas synonyme d'interdire ce qui fait même la cause de la chose. Donc, c'est deux choses différentes. Il ne faut pas le mélanger. Mais je dois préciser que je ne suis pas contre les divertissements. Je ne suis pas contre ces gens qui investissent dans ces domaines-là. Mais ce que je veux dire, que dans un pays comme le nôtre, il faut que la jeunesse prenne conscience que quelque part, c'est une stratégie qui est mise en place pour la domestiquer. Autre élément, c'est la musique. Vous êtes sans ignorer, vous vivez ici à Kinshasa, le répertoire utilisé par nos musiciens. Et ce sont des chansons qui éveillent la conscience patriotique des jeunes, ou ce sont des bêtises qui sont chantées les longs de journée. Et il n'y a pas des commissions de censure comme telles. Sérieusement, ces commissions-là existent, bien évidemment. Existent, mais vous savez, la commission est dans son travail lorsqu'il s'agit d'une chanson qui menace le pouvoir en place, c'est tout là, la commission. Mais si des chansons qui chantent des obscénités, mais là, on le fait passer. Et il y a un troisième élément dans l'acronyme que je disais, il y a la femme. Et ces trois éléments concoctés ensemble constituent une stratégie de domestication. Et la jeunesse doit être vigilant et doit prendre conscience de cela pour essayer de mettre à côté ce qui ralentit sa réflexion pour miser sur ce qui le pousse à être plus meilleur, notamment à s'investir sur l'éducation, à s'investir sur le développement, l'entrepreneuriat. Ça aussi, je pense que c'est une thématique que nous allons exploiter durant cette émission. Donc voilà un peu, moi je brosse un tableau sombre en ce qui concerne le lien ou les rapports entre la jeunesse et le développement au sein de notre pays. Il y a un tableau sombre que, selon vous, vous pensez, qui existe actuellement entre la jeunesse et les développements que nous attendons dans notre pays. Mais une jeunesse congolaise laissée au merci des politiciens, des partis politiques, une prolifération atroce des partis politiques. Alors, actuellement, cette jeunesse n'a pas, justement, d'issue de sortie. Alors, à qui revient, justement, cette part des responsabilités? Parce que vous avez dit ici, vous avez cité une trilogie que j'ai aimée sous fonction de l'acronyme. Il y a la musique, il y a la bière et ainsi que la femme. Mais la part des responsabilités de cette jeunesse face à ce que cette jeunesse est en train de vivre revient justement à qui? À l'État ou à cette dernière qui est la jeunesse? Bon, moi, je pense que les responsabilités ici sont partagées. Mais si je pourrais être beaucoup plus objectif, je dirais que nous aussi, les jeunes, nous avons une grande responsabilité. Mais cette responsabilité, c'est par rapport à ce qu'on nous présente. En parlant de la politique, aujourd'hui, tout le monde pense à tort
que la politique devient une meilleure façon de réussir dans la vie. La preuve est que, vous verrez, les élections arrivent bientôt dans une circonscription électorale. C'est évident, c'est visible. Bon, c'est évident par rapport à ce que nous sommes en train de voir, mais je dois dire ici, dans votre plateau, que cette façon de voir des choses est totalement erronée. Et aujourd'hui, j'en appelle à la conscience de la jeunesse. Donc, j'étais en train de dire qu'aujourd'hui, la politique devient cette façon, entre guillemets, facile d'amasser de l'argent. Pourtant, c'est complètement faux. Vous savez, nous, la jeunesse, nous voulons la facilité. Nous voulons ce qui nous donne beaucoup d'avantages sans y mettre beaucoup d'efforts. Et ça, c'est dangereux. On veut devenir des grands, mais on ne fait pas ce que les grands font pour devenir grands. Et la politique nous projette cette image de facilité. La loi des moindres efforts. Je peux faire ou fournir moins d'efforts, mais je peux gagner plus. Je peux être là, bon, député, je ne fais rien. Mais à la fin, 21 000 $. À la fin, s'il y a une loi qui doit être votée, voilà, on distribue des enveloppes. Voilà. Et facilement, on gagne de l'argent. Alors que l'argent ne se gagne pas dans la politique. Je dois encourager ici les jeunes à entreprendre. Parce que, permettez-moi de le dire, dans le terme aussi... Vous avez les plans droits. Aussi creux, c'est une tribune d'expression libre, en tout cas. Aussi vulgaire que dans la plupart des pays, les politiciens, en tout cas, encore une fois, permettez-moi de ce langage vulgaire, ce sont des lèche-culs des entrepreneurs et des grandes firmes. Je prends un exemple. Il y a quelques années, un sondage a été mené par une institution européenne en Espagne et aux États-Unis. Et les études révèlent que 70% de la jeunesse espagnole, à la fin des études ou au sortir de la fac, voulaient être des agents de l'État, voulaient travailler à l'administration publique, des fonctionnaires. Et la même étude a été faite, menée aux États-Unis, et les résultats étaient tout à fait le contraire. On voyait 70%, vraiment 80% de jeunes, au sortir de la fac, voulaient être des entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui prennent des risques, des gens qui veulent inventer quelque chose de nouveau. Parce que sans entrepreneurs dans un pays, nous n'avons pas d'innovation. Il n'y a pas de gains de productivité, il n'y a pas de croissance de manière générale. Donc, ce que je vais dire aux jeunes ici, il faudrait s'engager dans des perspectives entrepreneuriales parce que la plupart même de nos députés ici, des lois qu'ils font, et nous, parfois on ne se rend pas compte, on s'est dit qu'ils sont en train de faire des lois en notre faveur, mais parfois ce sont des lois qui sont faites en faveur des entrepreneurs. Et aujourd'hui, les entrepreneurs, ce sont eux qui financent des campagnes électorales, etc., etc. Donc, moi, je lance un appel aux jeunes de ne pas s'élever, de voir la réalité en face, et que notre responsabilité dans la question que vous venez de me poser est là. Il ne faut pas viser la loi du moindre effort, que la politique. La vie n'est pas seulement la politique. La vie n'est pas seulement la politique. On peut faire de sa vie quelque chose de meilleur sans pour autant faire de la politique. Partant de votre point de vue sur la non mise en exercice, justement, que le jeune puisse entrer dans la politique, parce qu'actuellement, on a tous vu que ce n'est pas seulement dans la politique qu'on peut justement émerger ou encore gagner sa vie. Mais au Conseil de sécurité, au Conseil de Nation, au Conseil national de la jeunesse, le chef de l'État avait justement boosté ou soit poussé la jeunesse à faire la politique. Votre point de vue par rapport à ce que le chef de l'État avait dit au Conseil national de la jeunesse, parce qu'il faut qu'on se le dise. Vous êtes en train de dire ici, il ne faut pas que seulement le jeune puisse faire la politique. Entreprendre, c'est important. Mais le chef de l'État, lors du Conseil national de la jeunesse, a poussé le jeune à faire de la politique. Votre point de vue par rapport à cette... Je comprends tout à fait le velléité du chef de l'État de vouloir que la reine politique soit occupée par la jeunesse, et il en a quand même fait son cheval de bataille. Et il y a un certain nombre d'exemples. Le Premier ministre, c'est un jeune, et consort, son environnement s'est rajeuni davantage. Mais ce que je veux dire est que cela ne se limite pas par des simples slogans. Je veux que les jeunes fassent la politique, mais aussi,
je dois préciser ici, en parlant de la politique ou de la participation politique, il ne s'agit pas seulement de la politique active, c'est-à-dire d'être président de la République, ministre, député, j'en passe. Non, on peut participer politiquement, mais dans divers domaines de la vie. En parlant de la politique, il faut savoir qu'il y a la politologie positive, ce qu'on appelle généralement les sciences politiques. C'est-à-dire ces gens-là ne font pas la politique active ou la politique politicienne, mais ils sont là en train de réfléchir sur des questions d'organisation de l'État. Mais ils ne sont pas des députés. Mais il y a aussi la philosophie politique, c'est que nous sommes en train de faire, que nous réfléchissons sur les conditions des possibilités d'un État meilleur. Mais nous ne sommes pas des politiciens praticiens. Et enfin, il y a la politique pratique, tous ces gens-là qui créent des partis politiques, qui sont des militants et tout. Et donc, étant aussi entrepreneur, quelque part, vous participez activement aussi à la vie politique. Parce que quand on dit politique, du grec polis, la cité. Donc, vous contribuez aussi à cette refondation, à cette formation de la cité, du pays, du continent, et j'en passe. Donc, dire ça vient encore soutenir l'idée selon laquelle que la politique est l'activité centrale à laquelle la jeunesse doit se focaliser. Je suis d'accord avec lui, mais en même temps, en disant ça, il faut qu'il n'oublie pas qu'il doit aussi créer d'autres conditions, des possibilités pour occuper cette jeunesse, pour lui donner, je dirais, un coup de pouce, pour qu'il investisse aussi dans d'autres domaines qui sont plus importants, peut-être plus que même la politique. Quelles sont les conditions que le chef de l'État peut justement mettre en pratique justement pour aider cette jeunesse que nous sommes à pouvoir faire des choses autrement? Moi, je pense qu'un pays comme le nôtre aujourd'hui, c'est un impératif et une urgence qu'on puisse soutenir les initiatives entrepreneuriales de jeunes. Est-ce que ces initiatives sont soutenues? C'est ça le grand problème. Pourtant, si vraiment il y a une dynamique dans ces sens-là, en tout cas, moi je vous donne ma parole, au bout de 5, 6, 10 ans, vous verrez une transformation profonde de notre pays. Parce que dans un pays où on ne soutient pas les initiatives, par exemple, aujourd'hui, quand vous faites un tour dans les ateliers, dans les institutions universitaires, vous serez étonné du génie quinois, du génie congolais. Vous verrez des étudiants en train de produire, en train de fabriquer des choses qui sont dans les start-up, mais il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de subvention. Vous comprenez? Il n'y a pas de subvention, et ça, c'est un danger permanent, Kikette. On a ouvert, je ne sais pas, un organe, j'ai peut-être oublié les noms, qui était censé de subventionner les projets entrepreneuriaux de jeunes. Mais vous savez comment cette histoire a fini? On a détourné les fonds que le gouvernement a alloués. C'est vraiment lugubre. Mais la jeunesse ne doit pas attendre. Si vous avez une idée, il ne faut pas forcément attendre de financement. Parce que moi, je me dis d'abord, avoir l'idée est plus riche que les financements qu'on peut vous apporter. Donc moi, je pense qu'il faut toujours essayer. Aujourd'hui ou demain, votre idée sera propulsée. Et si vous y croyez, si vous tenez réellement, je pense que nous ferons toujours quelque chose de bon. Donc, pour répondre à votre question, je dirais que il est important que la jeunesse fasse de la politique. Je n'en disconviens pas, mais la politique n'est pas le seul métier, n'est pas la préoccupation centrale de la jeunesse. Il y en a tant d'autres. Et si on prenait vraiment l'engagement de s'investir dans ces domaines-là, vous verrez que la jeunesse fera de ces pays un merveille. La jeunesse congolaise, si seulement elle s'investissait dans d'autres domaines, hormis la politique, elle fera de ces pays un merveille, comme a dit mon invité, M. Galilée Mounzadi. Mais vous serez d'accord avec moi, chers téléspectateurs, surtout vous, le jeune qui nous suivez en ces moments. Il a dit ici, la politique, en réalité, c'est l'art de gérer une cité, une nation. La politique, c'est fait même dans nos maisons. Mais on ne peut pas seulement rester focus à faire la politique politicienne, ou ce que nous voyons sur le plan, créer de partis politiques en prolifération, tout ce que nous voyons. Mais nous voulons que la jeunesse congolaise puisse faire une politique
autrement. C'est-à-dire, vous pouvez gérer la société ou la cité, mais tout en entreprenant aussi. C'est très important. Tout en apprenant, tout en faisant de vous quelque chose d'utile pour tous ceux-là qui vous entourent. Alors, Monsieur Galilée, n'est-ce pas que notre jeunesse congolaise, à un certain moment, on n'a pas assez de repères. On n'a pas assez de repères. C'est vrai. Vous avez dit ici qu'il nous faut innover, il faut que la jeunesse puisse avoir des subventions ou ne pas avoir des subventions, mais quand même avec nos idées, on peut faire quelque chose de bien. Mais est-ce la jeunesse congolaise a vraiment de repères? Je dirais que les repères sont là et ils sont innombrables. Et à l'ère de la technologie, aujourd'hui, on ne peut pas trouver des repères. Il y en a partout. Et si chez nous, ici, il n'y en a pas, encore faut-il que ça soit vrai. Parce que moi, je pense que chez nous aussi, il y a des repères, il y a des références. Des gens qui sont partis de rien et qui sont devenus des icônes. Il faut suivre généralement les histoires. Là, on peut parler même de Lumumba. De Lumumba. Et du point de vue entrepreneurial, quelqu'un que je respecte beaucoup, Eric Mandala. Parce que quand, je ne fais pas sa publicité ici, mais quand vous suivez son histoire, eh bien, c'est fascinant. Ça interpelle. Je peux dire que je peux commencer de rien. Je peux venir de la banlieue, du village, issu d'une famille pauvre, mais avec ma détermination, avec le courage, avec l'engagement, la ténacité, le fait de ne jamais abandonner, je peux arriver au sommet. Très important. Et aussi le repère au niveau international. Vous voyez, il y en a plein. Des gens qui peuvent nous inspirer aujourd'hui. On a des jeunes, Marc Zuckerberg, et ce sont des idées qui sont nées étant... dans la bassesse, si on peut se dire. Dans la bassesse. Parce que tous ces gens-là, si on prend Zuckerberg, on prend Bill Gates, etc., même Elon Musk, ce sont des idées qui sont généralement débutées au niveau de la fac. Ils étaient encore des étudiants. Et au début, c'était un peu de projet comme pour amuser un peu de la galerie. Voilà, j'ai telle idée. Non, écoute, toi, tu es fou, tu n'arriveras pas, c'est difficile. Mais avec un groupe réduit, un nombre restreint d'amis qui ont cru à ce projet-là, ils ont commencé à faire quelque chose. Et au prix des temps, parce que un autre problème, c'est que nous voulons beaucoup plus de baguettes magiques. C'est ça le mal de notre jeunesse africaine. Nous voulons qu'on commence quelque chose aujourd'hui et demain on devient millionnaire. Non, non. À moins que ça soit de la magie. Mais si c'est dans un processus normal, eh bien cela respecte un certain schéma. Il faut passer par des moments de difficultés. Parce que c'est aussi une vie, c'est un monde qui va aussi vous tenter. Il y aura aussi des retours de coups. Alors il faut tenir. Il faut montrer à la vie que vous êtes apte de mériter ce que la vie va vous offrir. Là, quand vous êtes en train de dire ça, je suis en train d'imaginer Thomas Edison. Edison. D'ailleurs, là, j'étais en train de lire un livre. C'est un entrepreneur français. Il est en train de décrire la vie de Thomas Edison, de Henry Ford. Et voilà, tous ces gens-là qui sont partis d'une simple idée et qui ont bâti des empires. Donc pour vous dire que les repères sont là, à l'ère du numérique, de l'Internet, on ne peut pas chercher des repères. Les repères sont là. Ici, chez nous ou ailleurs, ils sont là. À l'ère du numérique, les repères sont là. On peut justement aller ou ne pas le chercher, mais ils sont là. Mais il y a un petit souci que j'aimerais que vous puissiez un peu éclairer ma lanterne. C'est vrai, vous dites que il y a des repères, mais vous avez parlé de repères qui sont purement physiques. Vous avez cité des Eric Mandala, vous avez cité des Thomas Edison qui ne sont pas congolais. Moi, je connais notre patron d'ici, M. Tiani Oscar. Voilà Oscar. Ce sont des grands entrepreneurs aussi. Ils sont tellement nombreux, mais qu'est-ce qu'il faut entre... Est-ce qu'il n'y a pas... Il faut créer un pont entre la jeunesse en question et ces gens-là que nous voyons comme le repère. Comment s'y prendre ? Parce qu'il faut qu'on se les dise. Ce n'est pas un bon matin comme ça que je peux me permettre d'aller voir, exemple, M. Oscar Tiani pour justement entamer le processus pour que je puisse apprendre quelque chose concernant ce qu'il fait. Il faut qu'il y ait quand même des procédures. Mais comment s'y prendre ? Bon, moi, je pense que, à mon humble avis, et
une réflexion tout à fait personnelle que j'assume d'ailleurs, c'est que, comme je disais tantôt, il y a un schéma à suivre. Mais aussi, il faut d'abord s'investir en soi-même. Eh bien, c'est difficile aujourd'hui pour un jeune normal de participer à la formation qu'organise, par exemple, M. Eric Mandala, parce que c'est payant et c'est beaucoup d'argent. Mais déjà, à notre niveau, il y a moyen de se former. Parce que devenir riche, devenir indépendant financièrement, ou tout ce qu'on veut dans la vie, commence d'abord par l'esprit. Il faut prédisposer son esprit à ce que l'on veut devenir. Donc, vous voulez dire que la jeunesse congolaise n'a pas un esprit qui est bien prédisposé? Alors, cette prédisposition vient d'où? Vient de la lecture. Vient de la lecture. Il faut lire. Il faut lire. Parce que vous êtes sans ignorer, il y a des jeunes qui jouent à la loterie. Bon, moi, je ne le fais pas. Je ne suis pas aussi contre envers ceux qui le font. Mais vous pouvez gagner 1 million. Peut-être que vous connaissez aussi des gens comme ça, à la loterie. Et un mois après, le gars n'a rien. Ils n'ont plus ça. C'est-à-dire que son esprit n'est pas éduqué à gérer ou à demeurer dans la richesse. Donc là, vous faites allusion à l'éducation financière. À l'éducation. Et cette éducation, où est-ce qu'on l'acquiert? C'est à partir de la lecture. Est-ce que nous lisons aujourd'hui? Je dirais non. Quelle proportion donnerez-vous à la jeunesse congolaise concernant la lecture? Parce que vous êtes aussi écrivain. La proportion est très faible et c'est regrettable. Très faible. Vous savez, moi, parfois, ça me donne envie de rire. Quand j'ai dit à un ami qui vient chez moi, il dit, écoute, ces livres, je l'ai acheté à $20. Mais tu es fou. La personne sera étonnée. Mais tu es fou. Comment $20? Mais parfois, je me prive. Je peux faire un tour, je vois une belle chaussure, une belle veste. Bon, un bon pantalon, je peux en avoir. Je dis non, je me prive. Je préfère investir sur ce qui m'instruit et ce qui me donnera plusieurs chaussures demain, plusieurs vestes, plusieurs chemises, plusieurs pantalons demain. Et la proportion combinée de la lecture chez les jeunes, ici chez nous, est faible et c'est regrettable. Or, pour devenir grand, il faut se former. J'ai parlé de l'entrepreneuriat ici, mais on entreprend dans un domaine précis. Il y a ceux qui entreprennent dans la logistique, qui sont dans les startups, le média. Mais il faut connaître d'abord comment fonctionnent les médias pour prétendre réussir dans le monde médiatique. Et comment comprendre ça? Il faut lire. C'est quoi les médias? Comment ça fonctionne, etc., etc. Chose qui ne se fait pas. Malheureusement, chez les jeunes, actuellement, nous remarquons, il y a plus, comme vous avez dit tantôt dans votre introduction, que les tableaux que présente l'espoir ou l'implication de la jeunesse est vraiment sombre. Alors moi, personnellement, je me dis, si un jour, peut-être le ministère de la jeunesse, ces organes-là, ces outils qui peuvent justement booster la jeunesse à faire mieux, qu'est-ce qu'ils font réellement? Qu'est-ce qu'ils pensent de cette jeunesse? Parce qu'on dit toujours la jeunesse est l'espoir de demain. Est-ce l'espoir du Congo? Et bien assuré. Alors, partant de cette même optique, j'ai une question que j'aimerais que vous puissiez m'éclairer concernant, vous avez parlé ici de la lecture. Quand on voit la lecture, on voit l'éducation. Quand on voit l'éducation, on voit des organes qui assument ou qui assurent justement la mise en applicabilité de ces derniers, c'est-à-dire je parle de l'éducation, que ce soit l'EPST, l'ESU et j'en passe. Est-ce que pour qu'il y ait un changement effectif dans notre pays, il faut qu'on revoie aussi notre système éducatif? Justement, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, je vous ai dit avant cette émission que j'ai écrit un livre, et les titres de ces livres, plutôt, c'est... Je parle de la gratuité de l'enseignement. Réussir le pari de la gratuité de l'enseignement. Et les sous-titres, c'est stratégie et perspective. Et dans ces livres, je suis en train de décrire, en même temps de dénoncer notre système éducatif qui n'est pas adapté aux réalités actuelles. Il faut dire que ce système éducatif est l'héritage du système éducatif belge et qui est en réalité un système éducatif destiné à former des gens pour l'administration publique, pour qu'ils soient des fonctionnaires de l'État. Parce que aujourd'hui, la réalité, c'est que l'école ne nous donne pas tous les atouts pour réussir dans la vie. Vous pouvez être diplômé, c'est pas une licence en
un doctorat en. Mais concrètement, dans la vie, vous n'avez pas suffisamment d'outils qui... Voilà, vous êtes toujours au bas de l'échelle. Et ça fait mal quand vous voyez ces nombres explosifs de jeunes qui ont étudié mais qui n'ont pas d'emploi. Parce que les systèmes éducatifs nous conditionnent aux études et à l'emploi. Et quand on finit ces études, il n'y a pas d'emploi, on est incapable de créer soi-même, ou d'envisager une autre issue, à part l'emploi. Et moi, je pense que déjà au niveau du primaire, on doit miser sur cet aspect des choses allant dans le sens entrepreneurial. Voyez, moi, je pense que les études, le plus important, c'est de savoir lire, écrire, calculer. Le plus important, c'est ça. Parce que même toutes ces personnes qu'on vient d'énumérer ici, ceux qui ont agi, en réalité, ce sont des personnes qui n'ont pas fait des grosses études ou des grandes études. Et ce sont des gens qui avaient le minimum. Comme je disais, ils savaient lire, écrire. Et à partir de cette base basique, ils ont donné des bases, ils ont développé des choses et qu'on sort. Donc, je ne suis pas ici en train de dire aux gens de rester à la maison, de ne pas aller à l'école. Oui, mais il y a aussi aujourd'hui, on parle beaucoup plus de one leg in school, one leg in business. Donc, un pied à l'école, un pied dans 50, les affaires. 50-50. Donc, il faut équilibrer un peu ça. La connaissance, c'est bien. Mais aussi, il faut avoir de quoi vivre. Des pécunias, comme on dit toujours. Actuellement, il y a le système LMD qui entre en vigueur dans plusieurs universités. Et j'avais d'ailleurs jeté un petit coup d'œil sur le programme, ou soit l'horaire de mon petit frère. J'ai vu, il y a l'instauration de cours de l'entrepreneuriat. G3 sortant. N'est-ce pas cette implication, ou encore la mise en application de ce cours, par exemple, de l'entrepreneuriat, au niveau du G3 sortant, n'est-ce pas tardif? Très tardif, très tardif. Mais aussi, je précise que, en tout cas dans l'immense majorité des cas, quand on évoque ces cours d'entrepreneuriat, que ce soit aux écoles ou aux universités, eh bien, ce sont des cours théoriques. Il y a un prof qui est là, l'entrepreneuriat veut dire, il donne la définition, tel auteur l'a défini. C'est vraiment quelque chose qui est visible ces derniers temps. Vous allez voir un monsieur bien habillé, qui est tiré à 4 épingles, qui vous parle de l'entrepreneuriat avec beaucoup d'aisance et prestance, mais à la fin, vous ne comprenez rien de ce qu'il voulait dire. Et à la fin, l'enseignant donne, c'est pas une interrogation, un examen, et l'étudiant dit sur 10, j'ai réussi le cours d'entrepreneuriat. C'est un cours pratique. C'est un cours où on devait apprendre aux apprenants, aux étudiants, aux élèves, comment penser l'argent. Parce qu'il faudrait d'abord commencer par détruire un certain nombre de préjugés. L'argent ne fait pas le bonheur. Non, il ne faut pas aimer trop l'argent. L'argent, c'est le mot de tout ce que nous sommes en train de... Voilà. L'argent, maître, un bon maître, mauvais serviteur. Voilà, tout ça. Ce sont des préjugés à briser avant tout. Et c'est dans ces contextes pratiques que ces cours devraient être orientés. Ça, c'est la première des choses. Autre chose, ces cours devaient apprendre aux gens comment se prédisposer dans son esprit. Parce que le monde entrepreneurial, c'est un monde des rêveurs, comme je disais. Il y aura des tempêtes, comment résister, comment avoir un mental de champion. C'est ça l'essentiel de ces cours. Mais si ce sont des choses théoriques, eh bien, ça vient encore aggraver la situation et ça ne résout rien. Et c'est dommage. Alors, nous sommes en train déjà de chuter, quels sont les outils que l'État congolais, plus particulièrement, peut mettre justement en action ou en place pour permettre à ce que nous puissions voir cette implication et engagement de jeunes pour le processus du développement de ce pays? Ah, ça, c'est une bonne question. Alors, les éléments, je peux en dénombrer beaucoup, mais voilà, on me fait signe que le reste n'est pas beaucoup. Ouais, à la télé, c'est alors, vraiment je prends 2 éléments. La première chose, c'est d'accompagner les initiatives entrepreneuriales. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous êtes ici sans ignorer que si un jeune commence une activité, c'est pas une petite boutique et tout, 2 jours après, il y a des gens des taxes qui viennent. Bon, je ne suis pas ici en train de dire que les gens ne doivent pas payer des taxes, mais il faut, dans un pays comme le nôtre, réduire au plus bas les taxes pour ces genres d'initiatives. Mais nous, on préfère exonérer les expatriés,
ceux qui sont ici avec nous, qui ne payent pas des taxes, avec des connexions politiques. Et encore, ces gens-là payent très mal, les gens qui travaillent avec eux. Et qui sont congolais. Qui sont congolais. Et quand les Congolais qui travaillent avec eux réclament, ils disent, bon, allez nous accuser. Allez. Parce qu'ils savent que c'est au niveau de là qu'ils traitent. Voilà. Alors, il faut accompagner ces gens d'initiative. Voilà. Baisser des taxes. Pas trop des encombrements administratifs inutiles. Aujourd'hui, pour ouvrir une entreprise, il faut telle direction, tel document. Et pour en avoir, c'est tout un problème. Et ça décourage. Alors, moi, je pense que l'État congolais doit revoir toutes ces choses pour faciliter. Alors, un deuxième élément, c'est justement de promouvoir les initiatives des startups. À Goma, aujourd'hui, partout ailleurs dans le pays, il y a des jeunes qui inventent des choses. Nous avons eu ici une dame qui a inventé des robots roulage. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Voilà. Pourtant, dans des pays sérieux, soucieux de leur développement, ce sont des initiatives qu'on devait subventionner, qu'on devait accompagner. Parce qu'aujourd'hui, cette dame était en mesure de créer des sociétés où il engageait, où elle pouvait, j'allais dire, engager beaucoup de personnes. Et voilà, le développement commence comme ça. Donc, il y a plusieurs éléments que l'État doit faire pour accompagner ces idées entrepreneuriales. Mais étant fait défaut, je ne saurais pas énumérer tout ça. Voilà, un mot de la fin pour encourager ces jeunes qui pensent mettre en implication le processus qui peuvent justement emmener les développements dans ce pays. Un mot pour ce jeune-là. Moi, je pense que s'il y aura un mot à adresser à la jeunesse qui auront la chance de nous suivre, c'est d'enlever d'abord dans leur tête cette idée que j'appelle du Congo-pessimisme. Le pays va mal, ces pays vraiment... ces pays... Et je le vois dans le média, dans le réseau, c'est Congo-pessimisme. Ces pays, c'est un pays d'opportunité. Il y a des gens qui quittent de loin et qui viennent devenir richissimes ici. Alors ne désespérez pas. Vous avez une idée, ne vous découragez pas. Ça peut prendre les temps que ça peut prendre, mais restez constant. Croyez en vous et en vos rêves. Vous verrez que l'avenir sera effectivement fait pour nous. Croyez en vous et en vos rêves et vous verrez que l'avenir de ces pays, je parle de ces majestueux pays qui est la République démocratique du Congo, un pays magnifique qui attend beaucoup de nous, la jeunesse congolaise. Et pour que nous puissions y arriver, référons-nous toujours à l'hymne national de notre pays qui dit « Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur ». La grandeur de ces pays ne sera jamais assurée ni assumée par nos vieux, mais plus particulièrement par nous, les jeunes, qui voyons les futurs glorieux de ces magnifiques et beaux pays qui est la République démocratique du Congo. Merci à vous, chers téléspectateurs. J'ai dit aussi un grand merci à M. Galilée Mounzadi. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Merci beaucoup. J'espère que vous serez toujours de nôtres pour les prochaines interventions, surtout que vous êtes aussi écrivain. J'annonce que nous aurons aussi à parler de l'écriture, la lecture, la place de la lecture dans le développement du pays. Et je pense que ce sera des très bons moments que nous aurons aussi à passer avec notre invité, M. Galilée Mounzadi. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné en ce jour. J'ai dit aussi merci, pourquoi pas, à notre boss, M. Oscar Tchani. Merci pour l'opportunité. Et aussi à M. Julio Lolo Bibas, qui est notre coordonnateur, et à toute l'équipe technique. Je vois Dieudonné Musica, Rabi Mayele et à toute la rédaction de DRC Info Télévision. Activez la cloche des notifications sur DRC Info Télévision et partagez, aimez pour ne rien rater de nos programmes. Quant à moi, je vous dis merci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et pourquoi pas la jeunesse congolaise. Bye.